L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Al-Hadji Yahya Jammeh, président de la République de Gambie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Al-Hadji Yahya Jammeh, président de la République de la Gambie. Je l'invite à prononcer son allocution. Excellence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu. Mr. Sam Kutesa, Excellence, Monsieur Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Majesté, Excellence, Altesse, distingués chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames, Messieurs. Que Allah le Tout-Puissant soit remercié de me donner une autre possibilité d'intervenir ici, à cet organe mondial, à un moment où la civilisation humaine vacille au bord d'une grande catastrophe. Mais avant d'aller plus avant, permettez-moi de vous présenter, Monsieur le Président, mes félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Tout en vous souhaitant beaucoup de succès, bien entendu, je tiens à vous assurer de l'appui et de la coopération de la Gambie au cours de votre mandat de président de l'Assemblée. Je tiens également à féliciter son prédécesseur, Son Excellence M. John William Ash, pour la direction remarquable qu'il a imprimée aux travaux de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, l'on sait que l'injustice, les iniquités, l'exclusion et l'avarice contribuent à la création de tensions internationales qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques menées à des conflits, guerres, décès et destructions. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'une inertie lamentable de la part des Nations unies. Les États puissants, les États membres puissants profitent des États membres plus faibles. Des sanctions économiques et financières injustes sont imposées sur d'autres États membres. D'autres sont poussés dos au mur, leurs ressources naturelles sont pillées, ou alors des guerres sont menées contre eux. D'autres simplement au nom de la démocratie et de changement de régime, de fausses libertés. Ce n'est pas le scénario que les distingués créateurs, les fondateurs des Nations unies et de sa charte avaient envisagé. Ce que ces nobles créateurs avaient envisagé pour les Nations unies, il y a plus d'un demi-siècle, était un organe mondial engagé en faveur de la promotion des principes et des idéaux de la paix et de la sécurité, qui travaille pour la cause de la justice et de l'égalité, la liberté pour tous et le respect pour la souveraineté et l'intégrité territoriale des États riches ou pauvres, noirs ou blancs, grands ou petits, ainsi que le respect des valeurs sociales, spirituelles, religieuses et culturelles de tous les peuples. Par conséquent, pour respecter les principes fondateurs de la Charte des Nations unies, les États membres doivent éviter la promotion de toute forme d'agression, de confrontation et de création de tensions dangereuses en exerçant un maximum de retenue à la poursuite
de leurs intérêts individuels ou collectifs nationaux aux dépens des autres. En fait, la poursuite de ses propres intérêts aux dépens des intérêts légitimes et de la sécurité des autres est criminelle. Il va de soi que lorsque de grandes tensions se transforment en conflits ou en guerre, l'économie mondiale dans son ensemble souffre et on le voit surtout dans les pays en développement. On l'a vu, par exemple, à la suite des précédents conflits régionaux ou internationaux, lorsque les prix du pétrole ont explosé, et ce sont les pays en développement qui ont eu à en subir les pires conséquences. En bref, les Nations unies ne doivent pas être vues comme travaillant contre, mais travaillant pour les intérêts de tous, des puissants et de tous les autres. Monsieur le Président, la Gambie reconnaît avec satisfaction le document final de Rio + 20, l'avenir que nous voulons, et la création qui s'en est suivie du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable et les instances consultatives associées, y compris les consultations régionales africaines sur les ODD. La Gambie, bien entendu, a apprécié les propositions du groupe de travail ouvert sur le cadre de développement au-delà de 2015. Nous espérons néanmoins que les objectifs et les cibles jusqu'à présent esquissés vont refléter des priorités intégrées transformatives qui devraient s'appuyer sur les gains déjà acquis dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en vue de pleinement relever tous les défis d'aujourd'hui. C'est à cet égard que nous saluons le choix d'un thème pour la session d'aujourd'hui. L'application et la mise en œuvre d'un programme de développement transformatif post-2015. Ce thème est tout à fait pertinent et opportun, car il nous fait avancer dans notre désir d'identifier un ensemble de priorités mondiales pour diriger les priorités de développement international après les OMD fin 2015. Mais en lançant cette nouvelle initiative, ce changement transformatif, nous ne devons pas permettre à la nouveauté de masquer toutes les faiblesses de ce que nous avons connu avec les OMD. On a besoin de faire le point des réalisations et des échecs des OMD et renouveler notre apport aux pays en développement, surtout les pays les moins avancés, les pays sans accès au littoral et les petits États insulaires en développement qui ont encore des difficultés à atteindre ces cibles cruciales des OMD avant la fin de l'année prochaine. Monsieur le Président, à un moment où le monde a à faire face à d'énormes défis très complexes, l'on doit examiner le rôle que l'ONU peut et doit jouer pour promouvoir la paix et la sécurité internationale, la justice, les droits fondamentaux et les libertés de tous les peuples. L'atteinte des objectifs de développement durable au-delà de 2015 sera illusoire, à moins que les Nations unies ne commencent à réaliser son mandat fondamental en toute bonne foi et exercer son rôle de commandement face à un ensemble de crises locales et internationales qui gênent le développement. Il y a quelques crises dont on pourrait parler et l'ONU n'a pas encore commencé à jouer le rôle de chef de file que l'on pourrait attendre. Tout d'abord, Ebola. Une fièvre hémorragique meurtrière qui a déjà fait plus de 2000 victimes en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays les plus touchés de la Guinée, Sierra Leone et Libéria. L'Organisation mondiale de la santé nous a prévenu que si de grands efforts n'étaient pas déployés rapidement, beaucoup plus de vies allaient être perdues et les économies de ces pays allaient devoir subir d'énormes conséquences. Déjà, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont projeté qu'il y aurait des déclins dans leur croissance économique respective de 1,5 à 3,5% si on ne fait rien. Pour ces pays touchés, tous les efforts de développement sont maintenant arrêtés. Ils ont à faire face à cette maladie contagieuse et meurtrière. Jusqu'à présent, il est encourageant que le gouvernement des États-Unis
se soit engagé, un peu tard, c'est vrai, avec des fonds et quelques avoirs militaires pour arrêter la diffusion de cette maladie. Ce geste est plus que de l'aide humanitaire. C'est également, comme le président Obama l'a dit, je cite, « dans l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis », fin de citation. Ça, c'est vrai, parce que dans un monde mondial, interconnecté, les maladies infectieuses peuvent facilement voyager partout dans le monde. C'est pour cette raison que les Nations Unies devraient assumer un rôle de chef de file pour mobiliser l'appui international pour lutter contre l'Ebola, qui est un danger non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'ensemble de la planète. Sur cette note, nous tenons à remercier la Fédération de Russie, qui a été une des premières grandes puissances à répondre à l'Ebola meurtrier en nous fournissant des équipes scientifiques ou médicales dans certains des pays où l'Ebola s'était déclaré. Monsieur le Président, deuxième crise. Depuis quelque temps maintenant, le monde a à faire face aux formes les plus sanglantes et les plus haineuses de terrorisme que ces vermines sadiques, sataniques, humaines, déguisées en tant que militants islamistes, commettent au nom de la pureté islamique. Mais en réalité, ces fils et leur soi-disant prétention à la dévotion à la religion pacifique et noble de l'islam sont en fait une insulte à tous les vrais musulmans. And humanity in general. Mr. President, Monsieur le Président, avant l'apparition des Moudjahidines en Iran et plus tard en Afghanistan dans les années 80 du siècle précédent, un mouvement qui par la suite a été associé au terrorisme islamique par les médias, les grands médias occidentaux, en faisant totalement fi de sa création, de son parrainage par les puissances occidentales pour lutter des guerres en leur nom. Il n'y avait pas de terrorisme islamique. Il n'y avait pas de terrorisme islamique avant ça. L'islam, dans toute son histoire, n'a jamais été associé à la violence ou au terrorisme, car ces activités sont, comme nous disons, haram pour un musulman. L'islam est une religion de paix et de tolérance et n'a rien à voir avec les activités de ces bandes anti-islamiques de criminels dangereux qui ne diffusent rien d'autre qu'une haine profonde pour la vie humaine et dont la seule intention est de salir l'islam de façon extrême. Par conséquent, ces éléments traîtres ne peuvent être associés à l'islam, étant donné que notre religion islamique est pure et unique, et ne peut donc être classée, à quelque degré que ce soit, en islam démocratique, modéré, extrême, violent, etc. simply put, En d'autres termes, l'islam est une religion pure qui encourage le meilleur du comportement de l'homme et dans les relations interpersonnelles, entre autres vertus, comme le veut Allah, le Créateur tout-puissant. En d'autres termes, les adhérents de ces bandes de gangsters comme Boko Haram, ISIS, Al-Qaïda, etc., sont simplement de dangereux criminels, des ennemis de la civilisation humaine et du développement. Et ils doivent donc être effacés de la face de la terre. thirdly, Mr. President, the situation in the Middle East. Troisièmement, Monsieur le Président, la situation au Moyen-Orient demeure extrêmement volatile et les Nations Unies suivent le cycle de violence dans la région sans pouvoir faire grand-chose. Dans le dernier conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, plus de 2000 personnes de Gaza, surtout des femmes et des enfants, sont morts à la suite des attaques d'Israël. Et environ 70 Israéliens, presque tous des soldats, à l'exception de 3 enfants, ont perdu leur vie. Malgré des appels répétés à la retenue de la part de la communauté internationale, l'expansion continue
des habitations israéliennes sur des terres palestiniennes sape toute perspective en faveur d'une solution à deux États. Le gouvernement des États-Unis a joué un rôle de médiation très stratégique dans le passé. Mais les Nations unies doivent maintenant assumer ce rôle de chef de file à la recherche d'un règlement pacifique qui soit juste et durable et acceptable pour tous les membres des Nations unies. Quatrièmement, dans le cadre de son mandat fondamental de promotion de la paix et de la sécurité mondiale et de plus de compréhension entre les peuples de différentes cultures et histoires, les Nations unies doivent faire plus pour promouvoir une culture de paix, de tolérance et de compréhension, non seulement entre les grandes religions du monde, mais également entre les États membres eux-mêmes. Ça, c'est important, car nous continuons d'être témoins de cette propagation croissante de la désinformation et d'une fausse représentation, surtout de la part des grands médias occidentaux, à propos de l'islam en général et de l'application de la loi, la charia, surtout dans le royaume d'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est là qu'est né l'islam. Et la charia est le système légal en vigueur en islam. Et la seule constitution divine, non seulement du royaume d'Arabie saoudite, mais également de tous les États islamiques. Donc, toutes ces critiques et fausses représentations incessantes à propos de l'application de la charia en Arabie saoudite, ou où que ce soit, est un manque de respect et donc à rejeter. C'est une insulte pour tous les vrais musulmans de décrire la charia comme étant barbare. En fait, les lois les plus barbares sont celles qui ne sont fondées sur aucun enseignement divin. La charia est le système légal que Allah le Tout-Puissant a prescrit pour tous les musulmans. Mr. President, in the same vein, Monsieur le Président, il nous faut également féliciter l'Assemblée générale des Nations unies d'avoir adopté, il y a 2 ans, la semaine mondiale de l'Arménie entre les foi, en exhortant les États membres à désigner la première semaine de février chaque année comme étant la semaine de toutes les foi, lorsque les messages de bonne volonté et de tolérance sont diffusés dans les mosquées, les églises et d'autres lieux religieux. C'était un bon début pour la promotion de la paix et de l'harmonie entre les religions et les peuples de différents systèmes de foi, mais les Nations unies doivent faire plus pour contrer les attaques continues contre l'islam, surtout de la part des peuples qui ne croient même pas en l'existence d'un créateur suprême appelé Allah. Ces infidèles n'ont pas le droit de décrire toute religion, quelque religion que ce soit, plus qu'une autre comme étant authentique, pure ou noble, comme l'islam, ou de dire quoi que ce soit à propos d'une religion qui est en fait pure, noble et authentique, comme l'est l'islam. Et enfin, Monsieur le Président, les Nations unies doivent jouer son rôle central face aux injustices associées à l'application unilatérale ou bilatérale de sanctions économiques et financières par un État membre contre un autre en tant qu'outil imposé de politique étrangère, parce que c'est contraire aux principes fondamentaux du droit international, du droit humanitaire international et des principes et normes régissant la coexistence pacifique entre États souverains. À cet égard, la Gambie demande au gouvernement des États-Unis d'Amérique de mettre un terme sans condition à l'embargo qui dure depuis trop longtemps, embargo imposé par les États-Unis sur Cuba, qui a provoqué d'indicibles souffrances pour le peuple cubain. Est-ce qu'il n'est pas ironique que cette même puissance parle aujourd'hui de respecter la souveraineté ukrainienne et de sa liberté de choisir sa propre voie? C'est la même puissance qui a maintenu ces punitions collectives injustifiables, donc l'embargo, sur le peuple cubain pendant près de 5 décennies, en détruisant son économie, parce que, comme les Ukrainiens aujourd'hui, les Cubains, il y a quelques décennies, ont choisi un système de gouvernance qu'ils se sont eux-mêmes choisis. Monsieur le Président, je vais passer maintenant au changement climatique.
Le changement climatique et le développement sont liés de façon indissoluble. L'impact du changement climatique se fait ressentir dans tous les pays, surtout dans les pays en développement, car cela sape leur capacité à réaliser un développement durable. L'Afrique n'est pas responsable de la pollution et des facteurs provoquant les changements climatiques, mais c'est l'Afrique qui en souffre le plus. 96% de l'agriculture de l'Afrique dépend des pluies et 50% des emplois liés à la pêche vont être perdus d'ici à 2050. Et c'est le changement climatique donc qui représente une des pires menaces en Afrique. La Gambie est fermement convaincue que l'atténuation des effets contraires des changements climatiques exige une réaction mondiale opportune et décisive. C'est un défi qui devrait nous unir et non pas nous diviser. À cet égard, la Gambie s'associe à d'autres pays touchés par le changement climatique et aux pays partageant ce même point de vue pour exhorter les pays développés partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique à pleinement honorer leur engagement au titre du protocole de Kyoto. Monsieur le Président, en 1974, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration pour la création d'un nouvel ordre économique, le NOEI, qui visait à répondre à des préoccupations légitimes de pays en développement, comme l'amélioration de leurs conditions de commerce et d'autres questions liées à la promotion d'un système économique international plus équitable. Nombre des sujets politiques, économiques et sociaux qui étaient à la base du NOEI n'ont toujours pas de réponse 4 décennies après cette déclaration historique. Monsieur le Président, le programme de développement de 2015 appelle notre attention aujourd'hui, mais il ne faut pas reléguer aux oubliettes les anciennes préoccupations des pays en développement. Leurs anciennes préoccupations et les nouvelles ne doivent plus être rejetées. À cette fin, le fondement de tout programme transformatif devrait logiquement commencer par une réforme réelle des institutions de la gouvernance globale et surtout du système des Nations unies. Quand on regarde quelle est la composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies, on se rend compte que la réforme de cet organe important des Nations unies est nécessaire maintenant. Nous, les dirigeants africains, depuis longtemps, nous demandons que soit rétablie l'efficacité et la légitimité des Nations unies en allouant 2 sièges permanents avec un plein pouvoir de veto, ainsi que 2 sièges non permanents au Conseil de sécurité pour refléter les réalités géopolitiques d'aujourd'hui. Mr. President, if the demands for the reform of the Security Council Monsieur le Président, si les exigences en faveur de la réforme du Conseil de sécurité dans l'intérêt de l'équité et de la justice ne peuvent être satisfaites, alors il va falloir prendre des décisions concrètes, ici à l'Assemblée générale, pour qu'elle assume tous les pouvoirs du Conseil de sécurité, y compris le pouvoir d'imposer des sanctions. Ainsi, toutes les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies ayant fait l'objet d'un vote et approuvées par la majorité des membres garantiraient un organe mondial plus démocratique et plus transparent, appelé les Nations unies. Monsieur le Président, enfin, je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité des Nations unies sur le nombre de bateaux qui coulent trop souvent et qui transportent pour l'essentiel des émigrés africains qui recherchent un meilleur avenir en Occident et qu'on retrouve morts et noyés sur les côtes européennes. N'est-il pas étrange que ces pays qui prétendent aimer les Africains tellement sont les mêmes qui demandent aux dirigeants africains plus de bonne gouvernance, la
primauté de l'état de droit, le respect de la vie humaine et des droits, ne font rien à propos des comportements dangereux, racistes et inhumains de ces bateaux qui transportent des Africains noirs qui n'arrivent pas jusqu'aux côtes, à quelques exceptions près, qui ont la chance d'être rattrapés et envoyés dans des camps de concentration appelés camps de recherche d'asile. Ces camps sont aussi mauvais que les camps de concentration nazis. Et personne, pays ou institution des droits de l'homme, n'a jamais parlé de ce génocide au XXIe siècle. Mr. President, if earlier Africans that received... Monsieur le Président, si les premiers Africains qui ont accueilli les explorateurs européens avant le colonialisme les avaient traités de la même façon, l'Afrique n'aurait pas été colonisée pendant 400 ans. The so-called European explorers Les explorateurs européens, c'était quoi? C'était des gens qui recherchaient un meilleur avenir pour leurs concitoyens, car l'Europe, à l'époque, ne présentait pas de bonnes perspectives. Après 400 ans de pillage colonial, l'Afrique est maintenant transformée en un avenir pratiquement sans continent. Les nouveaux explorateurs africains, non seulement ne sont pas les bienvenus, mais c'est une mort certaine qui les attend. Therefore, Mr. President, Par conséquent, Monsieur le Président, les Nations Unies doivent procéder à une enquête complète et impartiale dans ce phénomène où les bateaux qui transportent les jeunes Africains vers l'Europe coulent et ses passagers meurent. Si ces bateaux ont pu traverser l'Atlantique et la Méditerranée uniquement pour s'échouer sur les côtes européennes, il va falloir voir quelle force mystérieuse mortelle existe sur les côtes européennes de la Méditerranée qui fait que ces bateaux transformant de jeunes Africains se désintègrent et coulent en y arrivant. Monsieur le Président, le racisme, l'avarice, la haine ne vont faire que créer la violence et des confrontations catastrophiques entre les races. Nous, les dirigeants africains, nous devons être unis pour protéger ces jeunes Africains de ces meurtres de masse sur les côtes européennes. Je lance un appel ici aux Nations Unies pour qu'une commission soit créée pour enquêter sur ces questions à titre prioritaire ou urgente pour éviter une nouvelle confrontation raciale. Nous devons protéger nos gens, où qu'ils soient. Nous n'accepterons pas que les Africains soient traités comme des chiens et que personne ne soit puni. Si les Nations Unies ne veulent pas agir, nous allons agir. Et c'est nous qui allons décider de l'action à prendre. En Gambie, nous n'attendons pas une personne parce qu'elle est blanche ou parce qu'elle est noire ou à cause de sa religion. Ou parce que quelqu'un est étranger. Tout étranger qui vient en contact avec la police, c'est parce qu'il a commis un délit. On arrête les Gambiens pour les mêmes conflits, pour les mêmes délits. Si on ne peut arrêter personne, on ne peut arrêter les conflits. Personne ne peut arrêter les migrations. La terre a été créée pour que nous puissions nous déplacer. Nous sommes venus en Afrique il y a 400 ans. Nous ne vous avons pas tués quand vous êtes arrivés chez nous. you overstayed, and some of us have to... Bon, beaucoup d'entre vous, vous êtes restés trop longtemps et on a dû vous en chasser un peu. Vous avez pillé nos terres, nos ressources, mais vous n'avez pas le droit de tuer nos Africains quand ils arrivent chez vous. Monsieur le Président, for the Gambia, out of 100... Monsieur le Président, pour la Gambie, sur des centaines d'explorateurs européens qui sont arrivés en Gambie ces jours-là, il y a un seul Européen qui est mort sur la rivière Gambie pendant 400 ans. Aujourd'hui, en 5 ans, plus de 500 jeunes Gambiens sont morts sur les côtes européennes. C'est inacceptable.
Trop, c'est trop. Et les Nations Unies doivent intervenir, et intervenir rapidement. Ou alors nous allons tout vivre pour regretter le fait que nous n'avons pas réussi à prendre des actions au bon moment. Monsieur le Président, les réalités géopolitiques ont changé. Que l'Occident accepte ces réalités et avec nous travaille pour ces changements, ces réalités, en allant vers un avenir meilleur, plus pacifique. Ce que l'on appelle les superpuissances militaires doivent savoir que l'humanité va revenir à l'âge préhistorique s'ils osent déclarer la Troisième Guerre mondiale. Monsieur le Président, on ne peut avoir son gâteau et le manger. Et en même temps, dire aux autres comment, quand et où ils peuvent manger leur gâteau. Au XXIe siècle, l'humanité a juste besoin de superpuissance de la paix et du développement, et non pas des agresseurs et des promoteurs de guerre de type Europe médiévale. Nous ne pouvons pas accepter la diversité de la race humaine et la diversité de cultures qui l'accompagnent, de religions et de comportements. Chacun doit pouvoir l'accepter. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Gambie pour l'allocution qu'il vient de présenter. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place pendant que nous saluons le président.